Corrigeons cet exercice, le numéro 19, page 65 sur les titrages. Alors, l'acide fumarique noté AH2 est une espèce chimique qui peut réduire les effets du psoriasis, maladie de peau. Pour vérifier l'indication portée sur l'étiquette, qui est de 500 mg d'un traitement, on réalise le protocole suivant. Donc, on prend le contenu d'une gélule que l'on dissout dans l'eau et on obtient une solution aqueuse d'un volume V égale 100 ml. Et on l'appelle solution S. Donc en fait, la gélule, c'est elle qui comporte 500 mg d'acide fumarique. Et on va titrer non pas 100 ml de la solution S, qui est beaucoup trop, on va en prélever que 10 ml, et on va la titrer par une solution d'hydroxyde de sodium. Alors là, dans cette phrase, on nous indique en fait qui est la solution titrante. C'est la solution d'hydroxyde de sodium. Et on vous donne la concentration en hydroxyde de sodium, sachant qu'ici, eh bien, elle est mal écrite parce qu'on ne respecte pas les règles que je vous ai annoncées. Je vous rappelle les règles, même unité, donc ça c'est bon, entre la valeur et l'incertitude type. Et même puissance de 10, donc là ce n'est pas le cas. L'incertitude avec un seul chiffre significatif, donc ça c'est bon, c'est le 3. Donc par contre, c'est pas comme ça qu'il va falloir l'écrire. On va l'écrire comme ceci. Donc 0,100 plus ou moins 0,03. On a bien ici le même nombre de chiffres après la virgule, la même puissance de 10, c'est-à-dire ici 10 puissance 0, la même unité et l'incertitude avec un seul chiffre significatif. Donc ça c'est mieux écrit. Bon, c'était une parenthèse, je reprends. Nous avons donc le graphe correspondant au dosage. Donc on dose bien un acide, hein, on a bien au début, alors qu'on n'a pas mis encore d'hydroxyde de sodium, une solution qui est acide, puis qui progressivement donc va devenir basique. On vous donne l'équation de réaction du support du titrage. Faites attention, on a l'habitude d'avoir régulièrement des coefficients tous égaux à 1, ce n'est pas le cas ici, hein. Allez, on y va. Première question, on vous demande de schématiser et de légender le dispositif expérimental. On vous demandera ensuite de déterminer la masse expérimentale d'acide fumarique contenue dans la gélule pour pouvoir ensuite la comparer à la valeur théorique. Dans les questions suivantes que je montrerai tout à l'heure, on vous demande de lister les principales sources d'erreurs commises lors de la réalisation du titrage, parce qu'on va, j'imagine, pas retrouver exactement le 500 mg, d'où le petit écart, et enfin d'estimer l'incertitude type sur l'acide fumarique et de proposer un encadrement. Bien. Donc l'encadrement est pour vérifier si la valeur que nous avons, qui est théorique, est bien comprise dans l'encadrement. Voilà un petit peu donc l'objet de cet exercice. Alors on y va, on vous demande de schématiser et de légender le dispositif expérimental. Donc légender, il va falloir nommer par exemple toute la verrerie et les différents objets que l'on met donc dans ce montage expérimental. Donc on y va. Alors on fait un schéma qui est propre, pas trop petit, pas immensément gros non plus, mais d'une bonne taille avec, on utilise plutôt de la règle pour faire quelque chose de propre. Bon, moi je vais pas le faire forcément à la règle parce que c'est pas évident avec la tablette, mais voilà. Puisque c'est un dosage par pH métrie, par suivi pH métrique, eh bien, il faut mettre une sonde pH métrique, donc un pH mètre. Et donc pour cela, on ne va pas pouvoir l'introduire dans un Erlenmeyer. Il faut une ouverture plus large, donc on va utiliser un bécher. L'Erlenmeyer sera utilisé plutôt lors d'un dosage colorimétrique, où là je n'ai pas besoin d'introduire une sonde. Mais que ce soit pour un dosage pH métrique ou conductimétrique, on va utiliser un bécher. Le tout monté sur un agitateur magnétique et je prends ma sonde qui est reliée à un pH mètre. Alors maintenant pour légender. Donc ici c'est la burette, on fait des traits bien droits, propres. Ici c'est le bécher, ici l'agitateur magnétique. Voilà, au niveau de la légende ça suffit. Maintenant par contre ce que l'on va faire,
c'est que l'on va nommer les solutions titrantes et titrées et indiquer tout ce qu'elles contiennent. Donc pour la solution titrante, on avait dit que c'était une solution d'hydroxyde de sodium. Donc j'écris la formule de la solution d'hydroxyde de sodium. Et puis je vais écrire tout ce que je connais par rapport à cette relation. Donc à savoir la concentration en H-. Alors je vais l'écrire correctement. On n'oublie pas les unités. Et puis ce qui va m'intéresser, c'est le volume versé à l'équivalence. Bon, pour l'instant que je n'ai pas encore, je l'écrirai plus tard. Ici, dans le mélange réactionnel, eh bien, on y a mis la solution S, qui contient en fait l'acide fumarique. Alors, de volume VA égale 10,0 ml, et de concentration, je vais l'appeler Ca pour être en accord, A pour acide, hein, bien ici que je ne connais pas, puisque c'est le but justement de déterminer cette concentration afin ensuite d'en déterminer la masse de l'acide. Donc voilà, là j'ai tout légendé. Je vais juste réécrire ce que c'est que vraiment la solution S. Comme ça me permet de savoir est-ce que je l'ai préparé par dilution, par dissolution. Pour la suite, ça me sera utile. Donc là, on m'a dit qu'on a mis simplement une gélule, plus de l'eau, et que en tout, j'en ai préparé 100 ml. Alors pourquoi c'est utile? Parce que je ne vais pas doser les 100 ml de la solution S. Ça me ferait consommer beaucoup trop de réactifs ici, c'est inutile. C'est pour ça qu'on n'en prend que 10 ml. Par contre, que ce soit dans les 100 ml ou dans les 10 ml, la concentration sera exactement la même. Et donc, quand je connaîtrai la concentration de la solution en acide fumarique dans la solution S, vu que j'en connais son volume, eh bien je pourrai donc en déduire la quantité de matière, donc d'acide, et donc la masse. Voilà un petit peu le raisonnement pour pouvoir exploiter cette masse ici, expérimentale donc d'acide fumarique. Bien, pour pouvoir exploiter le dosage, j'ai besoin de l'équation de support de dosage, donc ça c'est écrit ici. Et je vais avoir besoin du volume versé à l'équivalence. Alors, il va falloir que je le détermine, et là, pour ça, je vais utiliser cette courbe. Donc ici, je n'ai pas la fonction dérivée du pH par rapport au volume de base versé, donc je vais utiliser la méthode des tangentes. Alors, c'est parti. Donc, je trace ici la tangente à la courbe passant par le premier arrondi, par exemple, ici. Puis, je vais tracer la parallèle à cette droite passant par l'autre arrondi. Puis, alors quand je dis parallèle, c'est vraiment parallèle. Hein. Ça veut dire qu'il faut une double règle, il faut une équerre avec une règle. Bon, vous vous débrouillez, mais il faut vraiment que les deux droites soient bien parallèles entre elles. Puis, je vais tracer une perpendiculaire à ces deux parallèles. Là encore, je fais ça vraiment avec... J'indique ici que c'est bien la perpendiculaire. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis maintenant, je vais trouver le milieu donc de ces deux droites ici. Et je rejoins ici par une troisième parallèle le milieu. Alors pour indiquer à l'évaluateur que j'ai bien pris le milieu, eh bien je fais ces petites marques ici et là. Pour bien expliquer en fait au correcteur notre démarche au niveau donc de la méthode des tangentes. Et donc cette troisième parallèle vient couper la courbe en ce point, et donc je vais tracer ici le volume. Donc ici c'est le volume à l'équivalence. Je pourrais aussi déterminer le pH à l'équivalence. Bon, ici ça ne me sert à rien, mais sur un autre exercice par exemple, ça ici on a le pH à l'équivalence. Donc ensuite je fais une lecture au niveau donc du volume à l'équivalence en effectuant par exemple une échelle éventuellement. Et donc ici moi j'ai trouvé 8,5 millilitres. Bien, alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien on va pouvoir utiliser le dosage et dire que à l'équivalence, les réactifs, donc les réactifs ce sont
AH2 et OH-, eh bien, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire qu'exactement à 8,5 ml de dépôt d'hydroxyde de sodium dans la solution, eh bien, je n'ai plus du tout de réactifs, je n'ai plus que les produits. C'est-à-dire que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Et on l'écrit. Donc là, je fais bien attention à cette équation et ça m'indique que la quantité initiale AH2, donc ici de AH2, divisé par son coefficient stoichiométrique 1, est égale à la quantité de réactif titrant, donc ici c'est H-, versé à l'équivalence. On n'écrit surtout pas initial ici. Versé à l'équivalence de H-, divisé par son coefficient stoichiométrique ici qui vaut 2. Je vais donc remplacer les quantités de matière par le produit C fois V. Donc cette équation me donne encore CA VA sur 1, donc je n'écris pas le sur 1, est égal à concentration en H- fois VE sur 2. Je connais VA, je connais la concentration en H-, je connais VE puisque je l'ai déterminé par la méthode des tangentes, et donc je vais pouvoir en déterminer ici CA. Alors au niveau des unités, ici j'ai la concentration en mol par litre, et mes deux volumes ici, il suffit qu'ils soient dans la même unité, donc par exemple en millilitres, tous mes données en millilitres, donc je n'ai pas besoin de faire de conversion. Allez, on passe à l'application numérique. Je réécris bien le nom de la grandeur recherchée. Voilà donc quelle est la concentration en acide fumarique dans ma solution S, donc 4,3 10 puissance moins 2 mol par litre, mais c'est aussi la concentration donc en acide fumarique dans la solution S, c'est-à-dire dans les 100 millilitres. Et donc je vais pouvoir en déterminer eh bien, la masse d'acide fumarique dans la gélule. En effet, je vais pouvoir écrire également que Ca, c'est donc la quantité de matière d'acide fumarique dans le volume de la solution S. Or, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, donc ça peut aussi s'écrire masse de AH2 divisé par masse molaire de AH2 fois le volume de la solution S. Et donc, puisque je connais ces deux termes plus celui-ci, eh bien, je vais pouvoir extraire MAH2. Alors, au niveau des unités, des moles par litre, des grammes par mol, donc là, il faut absolument que j'ai des litres. En effet, si je remplace cette formule par les unités, cela me donne ici donc des moles par litre fois des grammes par mol fois des litres. Donc je m'aperçois ici que j'ai bien mol fois mol moins 1, ça se simplifie, litre fois litre moins 1, ça se simplifie, j'ai plus que des grammes. Donc j'aurai une masse en grammes. Allez, on y va pour le calcul. 0,49 grammes. Alors je suis bien à deux chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ce calcul ici, mon volume n'était précis qu'à deux chiffres significatifs, donc CA est à deux chiffres significatifs. Là, il y en a 3, là, il y en a 3, mais comme ici, il y en a 2, ben, je suis bien à deux chiffres significatifs. Ok. Donc, maintenant, eh bien, est-ce que ça correspond à peu près à ce qu'indique donc le fournisseur? Lui, il avait dit 500 mg. Effectivement, 500 mg, alors je suis à 3 chiffres significatifs, là j'en ai que 2. 500 mg, si je me convertis en milligrammes, ben là je suis à 490 mg. Donc je suis à une valeur proche donc de l'indication fournie par le constructeur, mais je ne suis pas aussi précise que lui. Alors on me demande de lister les 3 principales sources d'erreurs commises lors de la réaction de ce titrage. Alors il y a pu avoir
une erreur lorsque j'ai préparé la solution S, lorsque j'ai mis la gélule dans l'eau, une erreur de lecture au niveau donc du trait de jauge. Ensuite, lorsque j'ai prélevé les 10 ml de la solution S, j'ai pu là aussi faire une erreur au niveau du trait de jauge, donc pour le prélèvement des 10 ml. Puis lorsque j'ai fait le dosage j'ai pu faire une erreur d'appréciation au niveau de la méthode des tangentes sur le 8,5 ml, ça peut peut-être être 8,6, vous voyez, c'est pas très précis. Donc sur l'appréciation donc du volume versé à l'équivalence. Voilà. J'ai listé ces erreurs-là qui sont possibles. Je ne les écris pas, je les ai dites oralement. À vous de les noter. Enfin, on me demande d'estimer l'incertitude type donc sur la masse d'acide fumarique et de proposer un encadrement de la valeur de la masse. Donc ici, ça correspond ici à la masse expérimentale. Hein. Le 0,49 g. Alors pour cela, je vais reprendre cette expression, sachant que, attention, CA a été obtenu en utilisant ceci. Donc je vais réécrire en fait la masse avec toutes les grandeurs expérimentales. Donc la masse expérimentale, ou MA de AH2, M de AH2, donc la masse expérimentale, c'est CA. Or CA, c'était la concentration en H- fois le volume versé à l'équivalence, divisé par 2VA, fois ensuite la masse molaire de AH2, fois ensuite le volume de la solution S. Bien, alors, ici, ceci n'a pas d'incertitude type. Par contre, je vais avoir une incertitude type sur cette concentration qui m'a été donnée dans l'énoncé, sur VE, ici, qui a été mesuré à la burette, sur VA, qui a été mesuré ici à la pipette, et sur le volume de la fiole, qui a été donné également. Donc je vais noter en fait à chaque fois à quoi ça correspond. Donc ça a été mesuré à la burette. Ici, ça a été mesuré à la pipette. Alors la pipette jaugée, pour plus de précision. Et enfin, ici, c'est la fiole jaugée. Parce que dans les données, on me donne donc toutes les incertitudes types de ces différentes verreries. Donc je vais pouvoir maintenant écrire l'expression de l'incertitude type sur la masse expérimentale, tenant compte de tout cela ici. Donc ça me donne U donc de la masse expérimentale. C'est égal donc à la masse expérimentale multiplié par la racine carrée donc de chaque grandeur qui porte une incertitude divisé par l'incertitude type de la grandeur divisé par la grandeur, le tout au carré. Donc ici U de H- sur H- concentration, le tout au carré, plus U de VE sur VE, le tout au carré, plus U de VA sur VA, le tout au carré, plus, alors comme j'ai dit, il n'y a pas d'incertitude type sur la masse molaire, donc ça je n'en tiens pas compte, U de VS sur VS, le tout au carré. Voilà la formule qu'il va falloir utiliser. Alors au niveau des unités, l'important c'est que le terme du haut et le terme du bas à chaque fois pour chaque situation, ce soit dans la même unité, donc pas besoin de convertir par exemple tous les volumes en litres, hein, il suffit si on les a en millilitres en haut, millilitres en bas. Et puis on aura la même unité entre là et là, donc ici j'avais l'unité ici c'était 0,49 grammes, c'était des grammes pardon, donc j'aurai des grammes idem ici. Alors on y va. Alors pour la concentration c'était 0,003 divisé par la valeur, c'est-à-dire 0,100 au carré, plus
Alors, pour VE, on avait dit que c'était à la burette. D'après les données, pour la burette graduée, l'incertitude est de 0,1 ml. Et VE, on avait dit 8,5, le taux au carré. Pour maintenant VA, qui était à la pipette jaugée, donc l'incertitude est de 0,05 et la pipette ici c'était 10 ml. Et enfin pour la fiole, c'est 0,1 pour l'incertitude pour une fiole donc de 100 ml. Alors quand on fait ce calcul, eh bien on trouve, alors là je vais écrire plusieurs chiffres, on va voir que c'est pas comme ça qu'il va falloir l'écrire, mais j'écris ce que m'indique la calculette, 0, 8, bon, etc., 10 puissance moins 2 grammes. Donc rappelez-vous, il ne faut garder qu'un seul chiffre significatif et arrondi à l'excès. Donc ici ce sera 2, 10 puissance moins 2 grammes. Et donc, comment s'écrit la masse expérimentale? Ici, je vous rappelle qu'il faut la même puissance de 10 et la même unité, ça c'est bon, la même puissance de 10. Donc nous, on avait trouvé une masse expérimentale qui était de 0,49 grammes. Donc ça, je peux aussi l'écrire 0,02 grammes. Donc, on a bien 0,49 plus ou moins 0,02 grammes. J'ai bien la même unité, j'ai bien la même puissance de 10, c'est-à-dire qu'ici il n'y en a pas. J'ai bien le même nombre de chiffres après la virgule, sachant que U a un seul chiffre significatif. Donc voici comment on peut l'écrire. Ça veut dire que la masse expérimentale est en fait comprise entre 0,47 grammes et 0,51 grammes. Et donc, la masse théorique, qui est de 500 mg, c'est-à-dire en grammes 0,500 grammes, eh bien cette masse théorique est bien comprise dans l'intervalle ici de la masse expérimentale. Donc, on peut considérer que notre mesure est juste. Donc ici, on écrit que la masse théorique appartient bien donc à l'encadrement de la masse expérimentale et donc notre mesure est considérée comme juste.